Alors, bonsoir Alain Chouet, merci d'être présent avec nous, hein, même de loin, mais c'est vrai que vous n'habitez pas à Paris et que c'est l'intérêt de ces webinaires, on peut faire ça à distance. Euh, pour vous présenter, vous avez fait toute votre carrière, je crois, à la DGSE, 30 ans. Oui, Vous avez terminé en tant que chef du service de renseignement de sécurité. Donc, ce n'est pas seulement le contre-espionnage, hein, vous me l'avez bien expliqué, mais c'est tout ce qui est en charge à l'extérieur du territoire national, de la contre-criminalité transnationale, je lis, hein, du contre-espionnage, bien sûr, de la contre-prolifération et du contre-terrorisme. Grâce à votre expérience de terrain et votre grande connaissance des sociétés musulmanes, vous avez en mission ou en poste été à la fois à Beyrouth, à Damas, à Rabat, vous êtes allé en Irak, en Égypte, bref. Vous êtes diplômé des langues zo, donc arabisant, j'imagine, hein, et vous êtes finalement reconnu aujourd'hui comme l'un des spécialistes mondiaux du problème du terrorisme. Et vous avez déjà écrit un premier livre, hein, enfin d'autres livres aussi, mais spécialement comment dire, consacré à la menace islamiste, hein, qui s'appelait en 2011 Au cœur des services spéciaux, la menace islamiste, fausses pistes et vrais dangers. Vous réitérez, je vous demanderai pourquoi tout à l'heure, hein, et vous venez de publier aujourd'hui, donc en février dernier, le mois dernier, Sept pas vers l'enfer, séparatisme islamiste, les désarrois d'un officier de renseignement. Vous expliquez en grande partie les ressorts et dangers du développement du salafisme en France. Et l'actualité et l'histoire assez récente, on va dire, fait que la question du terrorisme est quand même présente dans pas mal d'esprits. En ce moment, on est en plein dans les procès du Bataclan, comme on dit, depuis septembre dernier. Je crois que ça finit en mai, je ne suis même pas sûre. Ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'audience. On a eu quand même, il y a 2 ans, l'assassinat de Samuel Paty, hein, qui a quand même pas mal défrayé la chronique. Ils sont encore en train d'enquêter, si j'ai bien compris, d'essayer de débroussailler le système très numérique, d'ailleurs, hein, par lequel on est arrivé à cette extrémité. Et puis, alors encore plus récemment, c'était il y a quelques jours, hein, Ivan Colonna, notre célèbre Corse, détenu à la prison d'Arles, s'est fait attaquer, agressé par un co-détenu. Et il s'est révélé que ce monsieur qui s'appelle Franck Elongabé, 35 ans, qui avait une longue carrière derrière lui, ça, et de prison notamment, et il a été mis en examen hier soir pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Bref, votre livre entre en résonance avec l'actualité, mais aussi c'est pour ça qu'on a été très intéressés, quand on a publié d'ailleurs une recension sur le site du club récemment, avec ce qu'on appelle, nous, l'enjeu de cohésion sociale, hein, qui est un de nos 5 grands axes disons, de réflexion, d'intérêt, de veille, hein, parce qu'il semble que pour le futur, ça soit essentiel, notamment en France, hein. Et on a publié récemment, enfin il y a 1 ou 2 ans maintenant, un manifeste, hein, qui a été le fruit d'un groupe de travail du club, une dizaine de personnes qui ont bossé pendant plusieurs mois en auditionnant des gens, etc., qui était intitulé Immigrer pour toujours, point d'interrogation, et qui était consacré effectivement à la question des enfants et petits-enfants d'immigrants, aujourd'hui français évidemment, les enfants en question, et qui ont aujourd'hui des problèmes, soit scolaires, économiques, d'intégration. Et on a bien sûr relevé le problème particulier et crucial de l'islamisme, hein, en allant peut-être moins loin que vous. Donc, je vous en livre quand même 1 ou 2 extraits pour ceux qui ne connaissent pas le club et qui sont là. La France est en but depuis de longues années, sous des formes différentes, frères musulmans, salafistes, à un important mouvement islamiste qui sans cesse essaie de prendre la main sur la population musulmane. L'existence d'une population plus ou moins gagnée par les thèses islamistes n'est pas seulement source potentielle de terrorisme, c'est un obstacle majeur à l'intégration. Des familles, des jeunes subissent une propagande contre l'intégration. Et vous-même, je l'avais mis dans l'invitation, vous m'aviez dit en préparant ce webinaire, hein, quelque chose qui ressemble beaucoup. En France, nous avons pris 30 ans de retard, il faudra au moins 2 générations pour retrouver un minimum de cohésion sociale dans certains quartiers. Vous aviez dit qu'au-delà de la question de la violence et de l'insécurité, il s'agit d'une véritable désagrégation du tissu social et qu'il faudra du temps pour redresser la barre. J'espère que je ne prends pas tout ce que vous allez nous dire, mais donc en fait, j'aurais peut-être deux séries de questions, puisque vous continuez à écrire sur ce sujet qui visiblement vous préoccupe quand vous parlez de désarroi. Comment en est-on arrivé là?
ça peut être assez court, hein. Il y a beaucoup d'interviews de vous dans les journaux. L'intérêt, c'est d'avoir des échanges derrière. Mais comment, en étant arrivé à cette situation de séparatisme rampant et se développant, et surtout derrière, quels moyens mettre en œuvre, pardon, au-delà de ripostes immédiates, quelles solutions envisager pour résoudre le problème de fond posé par la diffusion de ces idées en France? Bon, alors je vais évidemment pas paraphraser mon livre ici ce soir. Ce serait, bon, d'abord, ce serait une insulte à ceux qui l'ont déjà lu et puis ce serait gâcher le plaisir de ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je voudrais quand même souligner qu'il paraît un peu dérisoire d'évoquer nos problèmes de société au moment où l'histoire entière de l'Europe est en train de basculer dans une nouvelle ère de danger et d'incertitude. Mais il n'empêche que, comme je l'ai entendu dire à la télévision tout à l'heure, cette guerre va prendre fin à un moment ou à un autre, et quelle que soit l'issue et les conséquences de ce conflit à l'est de l'Europe, nos problèmes de société que vous venez d'évoquer vont subsister, bien évidemment, et je me réfère au constat de la Cour des comptes que j'évoque dans mon bouquin. Il existe actuellement en France 1514 quartiers de non-droit où ne peuvent entrer ni les services de sécurité, ni les services de police, ni les services sociaux, personne, et que ces 1514 quartiers sont répartis sur 859 communes et réunissent environ 4 millions de personnes qui sont ainsi soustraits à la fois aux pratiques et aux comportements de la collectivité nationale, c'est-à-dire 6% de la population française vit actuellement en dehors des lois de la République et en dehors de la cohésion des Français. Alors c'est un fait qui, comme le conflit en cours actuellement en Ukraine, qui doit nous amener aussi à réfléchir sur nos propres pratiques et sur notre vision du monde. Le recours à la guerre par la Russie pour régler un problème politique, c'est évidemment inacceptable et intolérable. Mais tout comme le séparatisme islamiste, ce basculement vers la violence m'apparaît à moi comme la conséquence pratiquement inéluctable des erreurs de l'Occident en général, des États-Unis, de l'Europe et de l'OTAN en particulier, dans les rapports de mépris, d'hostilité et de rejet que nous avons établis pendant 30 ans maintenant avec la Russie post-soviétique. Cette Russie qui, au tournant des années 90, nous tendait la main désespérément parce qu'elle était dans un état lamentable, et nous avons refusé cette main avec mépris et arrogance, et en faisant cela, on a renvoyé la Russie à ses vieux démons et on a fait sortir l'ours de sa cage. Quand par arrogance, par ignorance, on sème l'humiliation, on récolte la haine. Et quand la haine est là, la violence n'est pas loin. Et je voudrais, sur cette ignorance, cette arrogance de nos élites, revenir un peu en arrière, revenir même assez loin en arrière. Et je vais remonter, si vous le voulez bien, à 1975, au milieu du mois d'avril 1975, quand les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh. Le Monde, qui était à l'époque le journal de référence de toutes les élites et le fil conducteur des autres médias, Le Monde a salué avec enthousiasme l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, a suivi en cela très rapidement par un long éditorial de Jean Daniel dans le Nouvel Obs où il saluait de la même façon l'événement. Et à l'époque, moi j'étais à Beyrouth et j'ai tout de suite eu la puce à l'oreille parce que 4 jours plus tôt, 4 jours avant l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, avait commencé le dimanche 13 avril 1975 la guerre civile au Liban. Et le même journal, Le Monde, avait titré à l'époque sur le début de ce conflit en souhaitant la défaite rapide, comme il disait, des chrétiens conservateurs et la victoire décisive de ce qu'ils appelaient les islamo-progressistes. Alors, je laisse au Monde la responsabilité d'avoir créé cet oxymore, mais islamo-progressiste, on a vu ce que ça donnait par la suite. Alors, c'est dans cette même ligne de penser que nos médias, notre intelligentsia, a témoigné tout son soutien, toute sa sympathie pendant là aussi une trentaine, presque une quarantaine d'années, à toutes les entreprises inspirées du salafisme politique ou militaire dans le monde entier pendant toute cette période. Et la liste est longue, hein, en Afghanistan dans les années 80, en Bosnie, au Kosovo, en Tchétchénie, en Libye, en Syrie et ailleurs, on a toujours soutenu les entreprises de l'islamisme politique et militaire. Alors, on ignore ou on feint d'ignorer
que ces entreprises violentes des wahhabites saoudiens au Yémen ou au Bahreïn, ainsi que les soutiens avérés de Riyad et Qatar au terrorisme djihadiste, sont notre pain quotidien et ont leur résurgence dans notre pays. Aujourd'hui, les mêmes médias, les mêmes élites, la même intelligentsia s'inquiètent du sort subi par les frères musulmans en Égypte ou maintenant en Tunisie avec Kais Sayed, et on jette un regard extrêmement défiant à Abdel Fattah Sisi ou à Kais Sayed, et il est vrai qu'ils réemploient des moyens dictatoriaux, autoritaires pour réduire l'influence des frères musulmans, mais eux savent à quoi ils s'exposent. De même, on s'indigne beaucoup du sort subi par les Rohingyas en Birmanie ou par les Ouïghours au Xinjiang, et il est vrai que ces deux minorités subissent un sort absolument abominable et auquel il faudrait certainement qu'on fasse quelque chose, qu'on apporte notre contribution pour essayer de les mettre un peu à l'abri, mais pour ça, il faudrait aussi, pour en parler intelligemment et de façon efficace, il faudrait quand même se souvenir du passé, parce que il faut quand même se souvenir que la minorité Rohingya en Birmanie, les Birmans ne se sont pas réveillés un jour en disant on va massacrer les Rohingyas. Les Rohingyas sont une minorité fondamentaliste islamique du Bengale qui a servi au XIXe siècle d'auxiliaire extrêmement actif et violent aux Britanniques dans leur conquête de la Birmanie, où ils ont fait des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes. De même, pendant plusieurs siècles, les musulmans Hui, ce qu'on appelle nous les Ouïghours, au Xinjiang, ont servi d'auxiliaires actifs pendant plusieurs siècles à toutes les entreprises turco-mongoles de conquête de la Chine. Et là aussi, ils ont fait beaucoup de victimes. Alors, ça excuse évidemment en rien les violences dont ils sont l'objet aujourd'hui, mais il est impossible de négocier leur sort avec leurs tortionnaires si on ne connaît pas ce contexte. Enfin et surtout, dans une telle ambiance de soutien permanent de nos élites aux violences islamiques un peu partout où elles exercent, il est tout de même un peu compliqué de faire des contorsions pour aller expliquer à des jeunes de chez nous dont le cerveau a été gravement lavé par la propagande salafiste que le soutien affiché par nos bobos aux islamistes, c'est bien, mais que leur volonté à eux d'aller soutenir les islamistes sur le terrain, c'est pas bien et que ça relève des tribunaux. Voilà. Faut quand même se souvenir de ça. Ceux d'entre vous qui ont eu le courage d'aller jusqu'à la dernière page de mon bouquin auront sans doute noté qu'il est daté de février 2021 et qu'il paraît donc avec un an de retard. Alors, c'est ni un hasard, ni un malheureux concours de circonstances. Après avoir mis un point final à mon bouquin que vous avez évoqué, qui est paru à la découverte sur la menace islamiste dans le monde, moi j'ai estimé que j'avais à peu près tout dit sur le sujet et que je pouvais me consacrer à plein temps à mes oliviers, à mes châtaigniers, et puis surtout à essayer de cultiver, comme on dit, l'art d'être grand-père. Alors c'est les éditions Flammarion qui, fin 2020, sont entrées en contact avec moi pour me demander d'écrire un livre sur le séparatisme islamiste en France. Je me dis, bon, après tout, pourquoi pas, essayons. Donc, je leur ai remis, moi, fin février 2021, le manuscrit sorti de la préface que Pierre Conessa a bien voulu lui consacrer. Et là, je me suis pris le ciel sur la tête parce que immédiatement, j'ai eu un grand silence de 3 semaines ou un mois. Et puis, les avocats de Flammarion me sont tombés sur le dos pour me dire que tout ça était bien embêtant, que j'évoquais l'islam, les musulmans, les jeunes, les quartiers, et que donc je stigmatisais toute une population, c'était gênant, fallait revoir les formulations pour mettre des bémols un peu partout, etc. etc. Et bon, j'ai tenu bon, j'ai refusé, moi j'ai dit ce texte, je l'ai écrit, c'est ce que je pense, je ne change rien. Et il a fallu presque 3 mois de négociations au couteau pour maintenir le texte tel qu'il était, en lui apportant quelques petits correctifs pour effectivement lisser un peu quelques formulations. Ensuite, j'ai eu les relecteurs attitrés de l'éditeur qui, à leur tour, me sont tombés sur le dos pour me dire que, oh là là, mais j'évoquais les nazis quand je parlais des musulmans. Bon, j'ai expliqué que c'est pas
c'est pas moi qui avais recruté 4 divisions Waffen-SS parmi les musulmans des Balkans, alors que la France en avait fourni qu'une, et que les frères musulmans s'étaient mis au service de l'Abwehr dès la fin des années 30, et que j'étais bien obligé aussi de constater qu'un certain nombre de nostalgiques de l'ordre nazi, notamment un certain banquier suisse et puis certains journalistes en Allemagne, notamment en Allemagne de l'Est, avaient manifesté des connivences et même des soutiens financiers à la confrérie des frères musulmans. Voilà. Et puis quand ça a été fini, alors là j'ai eu les relecteurs de virgule que tout le monde connaît, qui vous rajoutent des fautes d'orthographe là où vous n'en avez pas fait. Tout ça a pris 9 mois pour que ce livre paraisse, évidemment, avec un an de retard sur l'actualité de la problématique qui suivait, comme vous l'avez évoqué, l'assassinat de Samuel Paty. Alors, au total, on m'a fait remarquer que, évidemment, comme c'est paru avec un an de retard, en gros, je faisais le lit de M. Zemmour. Alors, je ne fais pas le lit de M. Zemmour, parce que ceux qui ont lu mon bouquin ont compris que la plupart de mes argumentations vont exactement aux antipodes des siennes. Et je voudrais insister là sur 2 points que je développe en particulier dans mon bouquin. Premier point, c'est qu'à la lueur de mon expérience d'une quarantaine d'années dans le monde arabe et islamique, je pense que la culture musulmane, l'islam lui-même, n'est pas du tout incompatible avec la démocratie et l'esprit des Lumières. En 1945, tous les pays musulmans du monde, à l'exception de l'Arabie saoudite, étaient sous tutelle coloniale ou sous occupation militaire de la part des Occidentaux. À partir de 1945 et jusqu'aux années 60, ils se sont peu à peu affranchis de ces tutelles coloniales, et tous, sans exception, se sont dotés de régimes démocratiques ou proto-démocratiques, des républiques parlementaires ou des monarchies constitutionnelles, dont la plupart ne faisaient que des références très, très théoriques à l'islam. Sous la pression de la confrontation Est-Ouest, beaucoup de ces régimes ont dérivé vers des formes autoritaires, non démocratiques, autoritaires, en général militarisées, des dictatures militaires, qui faisaient encore moins de référence à l'islam que les régimes proto-démocratiques auxquels ils avaient succédé, notamment au Sud-Yémen, en Syrie, en Irak, et en Égypte. On se souvient de ce discours de Nasser devant le Parlement égyptien en 1954, où il se moque du grand maître des frères musulmans qui voulait qu'il impose le voile à toutes les Égyptiennes, et Nasser se moque de lui en faisant rire d'ailleurs et en se faisant bruyamment approuvé par l'unanimité du Parlement égyptien. On voit donc qu'on est loin à ce moment-là d'une islamisation de la politique des pays musulmans. Il y a pourtant une chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille en 1971, quand la Grande-Bretagne a levé sa tutelle coloniale sur un certain nombre de pays du Golfe Persique, notamment le Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, ce qui s'est devenu ensuite les Émirats Arabes Unis. C'est que le Bahreïn en particulier, qui a été soumis à occupation britannique pendant un siècle, c'était un de ces comptoirs que les Britanniques entretenaient sur la route des Indes. Le Bahreïn, au lendemain de son indépendance, a décidé de se doter d'un régime politique qui était extrêmement comparable à celui de l'occupant en britannique, c'est-à-dire qu'ils ont institué une constitution, un parlement, et comme ils seront peuplés à peu près à 80% de chiites et à 20% de sunnites, il a été décidé, pour rassurer les sunnites, que le chef de l'État, qui aurait des pouvoirs à peu près similaires à ceux de la reine d'Angleterre, serait choisi parmi la minorité sunnite. Et bon, on est parti sur cette affaire, sur ce type d'organisation politique, mais ça n'a duré que quelques semaines parce qu'une délégation saoudienne est vite arrivée à Manama, la capitale du Bahreïn, pour dire mais ça ne va pas du tout votre affaire, vous allez nous dissoudre votre parlement, abroger la constitution et transférer à l'émir sunnite la totalité des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Ce qui a été fait.
sous la pression saoudienne, et ce qui a duré jusqu'à 2011, où on se rappelle qu'il y a eu au Bahreïn un printemps qu'on a appelé le printemps de la perle, nos médias n'en ont pas beaucoup rendu compte, où la majorité des gens se sont réunis sur cette fameuse place de la Perle pour exiger le rétablissement de la Constitution de 1971 et l'élection d'un Parlement démocratiquement élu. Bon, comme entre-temps, on avait construit un pont, puisque le Bahreïn est à 20 km de la côte saoudienne, comme entre-temps on avait construit un pont qui reliait l'île au continent, les chars saoudiens sont arrivés immédiatement et ont massacré les gens sur la place de la Perle pour que les choses reviennent dans l'ordre. Je me souviens qu'à l'époque, les médias qui étaient extrêmement diserts, et peut-être à juste titre d'ailleurs, sur les dictateurs arabes, Ben Ali, Moubarak, Kadhafi ou Hafez al-Assad, Bachar al-Assad, on a très peu rendu compte de cet épisode. Voilà. Donc, une fois de plus, on a marqué une certaine connivence avec les puissances salafistes, wahhabites et autres. Mais ce que je retire de tout ça, c'est effectivement que la culture musulmane n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la culture musulmane n'est pas incompatible ni avec la démocratie, ni avec l'esprit des Lumières. Le salafisme, lui, est en revanche incompatible avec tout ça. Or, le salafisme, puisque j'ai été amené pour la compréhension à faire un retour historique sur l'histoire du salafisme, le salafisme, l'interprétation salafiste, c'est-à-dire celle des compagnons du prophète, le salafisme politique n'a réellement existé dans le monde musulman que dans les 50 premières années de l'expansion arabe hors de la péninsule arabique, et puis dans nos 50 dernières années. Entre-temps, l'islam, la culture islamique, la culture musulmane, la culture politique des pays musulmans avait beaucoup évolué, s'était beaucoup adapté au siècle, et rien ne l'aurait empêché, comme on l'a vu à partir de 1945, de dériver vers des formules démocratiques et respectueuses des droits humains. Deuxième point sur lequel j'insiste, mais ce ne sont évidemment que des petits points de mon bouquin, mais sur lesquels j'insiste pour montrer que je ne suis pas engagé politiquement dans une voie réactionnaire ou xénophobe ou islamophobe. Je considère, et ça l'histoire le dit, que l'histoire humaine, tout le long de l'histoire humaine, on a une histoire de migration. L'histoire humaine, c'est l'histoire de gens, sinon on serait dans la savane africaine en train de discuter entre nous. L'histoire humaine, c'est une histoire de gens qui veulent aller voir plus loin si l'herbe est plus verte, qui fuient les catastrophes naturelles, qui fuient des guerres ou autres, enfin qui veulent aller ailleurs, et ça n'a jamais cessé. La France est un pays qui est peuplé essentiellement de migrants depuis 2000 ans. On me ferait injure en me disant que je ne suis pas français, mais enfin, je ne suis pas, comme on dit, un Français de souche, puisqu'un certain nombre de mes aïeux viennent d'au-delà de Suisse. Alors ceux-là n'avaient rien compris, parce que normalement, on fait une migration dans l'autre sens, mais aussi d'au-delà du Rhin ou d'au-delà de la Vistule. Voilà, donc tout cela pour dire que l'invocation du grand remplacement, bon, d'abord, au profit de qui, pourquoi et comment, je ne la vois pas bien. Les migrations sont un phénomène inéluctable. Comme je le note dans mon livre, Marseille, c'est devenu notre Laredo, et la mer Méditerranée, c'est un peu le Rio Grande pour les Américains, avec les Mexicains qui traversent pour aller chez eux. Nous ne ferons pas l'économie des migrations. Le problème, et il n'a rien à voir avec l'islam ou les musulmans, c'est est-ce qu'une douzaine de pays d'Europe occidentale et les États-Unis doivent devenir le déversoir unique de toutes les migrations du monde? Ça, c'est un problème à régler au niveau international, peut-être dans le cadre de l'ONU, j'en sais rien, mais enfin, c'est un problème à régler dans une enceinte internationale qui n'est pas corrélée absolument à l'émigration musulmane d'Afrique du Nord, dont nous sommes, pratiquement en France, avec les Belges,
le seul réceptacle. Et ça nous donne d'ailleurs une vision biaisée à la fois de l'islam et du monde arabe, puisque pour un Français, un musulman, et d'ailleurs on confond en français le mot musulman et le mot arabe, c'est un peu la même chose pour les Français, alors que la plupart des musulmans ne sont pas arabes et qu'il existe beaucoup d'arabes qui ne sont pas musulmans. Mais là, pour les Français, un arabe, un musulman, c'est un maghrébin, un algérien, un marocain, voire un tunisien. Mais rappelons-nous que pour un anglais, un musulman, c'est un pakistanais. Et que pour un allemand, un musulman, c'est un turc. Ce qui fait que nous avons des visions extrêmement éclatées de ces problèmes de migration. Voilà. Alors, je voulais terminer là-dessus. Je vais répondre ensuite à vos questions une par une, si vous le voulez bien, sur comment on en est arrivé là. Je l'explique un peu, je l'explique beaucoup dans mon bouquin. Là, je viens de l'expliquer un peu par l'aveuglement assez généralisé de nos élites, la volonté de ne pas résoudre les problèmes parce que, comme l'a écrit Pierre Conessa dans un livre qu'il a publié récemment, et qui est un petit manuel qu'il a intitulé « Comment ne rien décider » avec un certain nombre d'exercices pratiques, le problème de la non-intégration de notre immigration venue du Maghreb principalement, parce qu'on n'a pas eu trop de problèmes pour intégrer les autres. Au bout de la deuxième ou troisième génération, c'était fait, et même pour certains, au bout de la deuxième. Je vous rappelle que à la fin des années 70, nous avons recueilli en France 170 000 de ce qu'on appelait à l'époque des boat people, c'est-à-dire des gens qui venaient essentiellement du Vietnam et de la péninsule indochinoise et qui étaient chassés par la guerre ou par les persécutions, et que ça n'a posé strictement aucun problème d'intégration. Et dès la deuxième génération, les jeunes issus de cette immigration étaient parfaitement intégrés et faisaient carrière. Mais il ne faut pas non plus se tromper, une bonne partie de nos immigrés du Maghreb, une majorité de nos immigrants du Maghreb de deuxième ou troisième génération sont aussi parfaitement intégrés au tissu social français. Alors il nous reste, il suffit de regarder sa télévision tous les jours pour voir un certain nombre de représentants de cette minorité dite visible, qui est à la fois visible parfois par son aspect physique ou par son nom, etc. Et moi j'en vois tous les jours des dizaines à la télé de jeunes gens, et surtout de jeunes filles, qui par leur travail et leur volonté, se sont parfaitement intégrés à notre tissu social, culturel et intellectuel. Alors, on va pouvoir passer en revue à travers vos questions ce qui n'a pas été fait. Sur ce qu'on devrait faire, moi, je n'ai pas la recette du petitmarmiton.org pour dire comment il faut faire. Surtout, je n'ai aucune légitimité pour le faire parce que quand les anciens responsables des services spéciaux dans un pays ont une légitimité politique pour donner des recettes, en général, ce n'est pas bon signe. On l'a vu aux États-Unis, on le voit aujourd'hui en Russie. Donc, si vous voulez bien, on peut aborder un certain nombre de ces questions, de ces problèmes à travers les questions que vous pourrez me poser. Alors, merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Il y a une première question. Vous avez beaucoup parlé au début, de manière très, très virulente, du mépris et de l'arrogance des élites. Oui. Est-ce qu'on peut parler, parce que nous avons reçu au Club des Vigilants il n'y a pas très longtemps Jean-Pierre Filiu, qui est historien, et qui nous a expliqué combien on avait une vision de l'histoire, notamment du Moyen-Orient, parce que c'était ça, c'est son sujet, complètement biaisé par, je ne sais pas quoi, mais en tout cas par nos livres d'histoire, et qui parle d'une nécessité d'empathie avec les gens dont on pense qu'ils ne veulent pas être démocratiques, alors qu'ils sont ils ont tous, ils aspirent à des valeurs, disons, démocratiques, de liberté, etc. Et on a eu aussi Raleh Bencheikh, président de la Fondation de l'Islam de France, qui était aussi très, très intéressant parce qu'il parlait finalement du déficit total de connaissance de la culture des pays qui relèvent de l'islam. Et de la formidable richesse culturelle dont on est, comment dire, absent, enfin, qui est absente chez nous, par manque notamment de traduction. Et lui, il milite, il essaye dans son association de faire avancer les traductions de textes
musulman, intéressant, cultivé, qui montre l'aspect siècle des Lumières, on va dire, de la culture musulmane. Euh, Aujourd'hui, vous pensez qu'on manque de culture, en fait, qu'on manque de culture historique, hein, parce que vous parlez des élites, donc ça va être encore pire pour celles qui ne sont pas des élites, hein. Non, mais le problème, c'est que ceux qui ne sont pas des élites ne décident pas, hein, ils subissent. Bon, je rejoins tout à fait à la fois Jean-Pierre Filiu et Khaled Benchir dans leurs évaluations, on le voit. Moi, je connais bien Gilles Kepel, que comme dit l'autre, j'ai connu tout petit, quand il était à l'Institut français d'études arabes à Damas pour parfaire sa formation. Gilles Kepel se plaint à juste titre du peu d'étudiants qu'il a et du peu de cas que l'université fait de son enseignement à Sciences Po et aux séries, et donc du peu d'experts du monde arabe et islamique que nous formons, parce que manifestement ça intéresse plus grand monde, c'est pas rentable, ou je sais pas, ça paye pas, ou c'est trop compliqué. On a donc un très large déficit jusqu'à la fin des années 70. L'expertise sur le monde arabe et islamique était essentiellement le fait des anciens fonctionnaires de la France d'outre-mer, des experts des affaires militaires musulmanes ou des affaires indigènes, qui avaient souvent vécu de longues années sur le terrain, qui connaissaient tout ça parfaitement, qui connaissaient l'arabe, qui lisaient l'arabe, qui avaient une réelle culture, et parmi les plus grands arabisants et parmi les plus grands islamologues du monde, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands aussi, et on avait une tradition d'excellence dans ce domaine qui s'est perdue. Moi, je me souviens quand j'ai été embauché à la boîte, comme j'étais juriste et arabisant, en 1972, j'intéressais personne, hein. On m'a mis dans un coin comme un oiseau rare, parce qu'il fallait bien remplir le tableau d'effectifs. Et puis, tout a basculé en 1973, où on s'est aperçu qu'avec le premier choc pétrolier, un juriste arabisant, ça pouvait quand même avoir son utilité. Et puis, avec les évolutions des cours du pétrole et nos rapports avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, l'intérêt est retombé et on a formé de moins en moins d'experts de ces questions. Je vous dis, Gilles Kepel et un certain nombre d'universitaires s'en plaignent à juste titre, et effectivement, ça manque dans les cabinets ministériels. On s'aperçoit d'ailleurs que ce soit au niveau des affaires étrangères ou au niveau de la présidence de la République ou du Premier ministre, les personnes chargées du dossier des pays arabes et musulmans sont pas toujours des arabisants, ni des gens qui connaissent le terrain ou l'islam, et c'est bien dommage. Il nous en faut plus, il nous en faudrait plus en particulier aux affaires étrangères, qui reste, malgré les moyens qui lui sont maintenant comptés, qui reste une école d'excellence pour la relation internationale, et on y manque d'arabisants et de gens familiers de la culture islamique pour pouvoir en rapporter les éléments de façon un peu savante et argumentée à nos décideurs. Alors, j'ai une question de Bernard Bougel, hein, qui a collaboré, plus que collaboré, à ce manifeste du Club des Vigilants, qui connaît bien la question, qui nous dit qu'en dehors de la naïveté ou de la connivence de nos élites vis-à-vis de l'islam politique, hein, que vous avez longuement évoqué, comment expliquez-vous que cette idéologie très rétrograde, hein, selon les canons de la modernité, enfin, du temps contemporain, on va dire, se développe avec tant de force aujourd'hui? Qu'est-ce qui la rend si attirante? La vision salafiste, vous voulez dire? Ben oui, Bon. l'idéologie, enfin, Oui, l'islamisme, hein, le bon, radicalisme islamiste, hein. l'idéologie salafiste, elle renaît dans notre environnement à la fin des années 70. C'est-à-dire, elle renaît en fait avec la révolution islamique en Iran, hein, où les mollahs se sont empressés de faire remarquer à la famille Saoud qu'ils étaient illégitimes dans la garde des lieux saints, puisqu'ils les avaient conquis militairement en 1926 par la force, et ils en avaient chassé les gardiens tutélaires qui avaient été nommés par le prophète, c'est-à-dire la famille des Hachémites, dont le roi Abdallah de Jordanie est le dernier descendant. Et là, les Saoudiens se sont fait très peur, avec un voisin qui faisait à l'époque 60 millions d'habitants et qui avait une puissance militaire assez énorme. Les Saouds ont eu très peur.
et ont entrepris d'essayer de contrôler l'islam mondial à leur sauce à travers un certain nombre d'ONG qui leur appartenaient, d'associations qui leur appartenaient, comme la Ligue islamique mondiale, l'Organisation mondiale des mosquées, l'Organisation mondiale de la jeunesse musulmane. Et ils ont donc entrepris d'essayer de contrôler, notamment dans les populations émigrées en Europe, de contrôler l'islam de ces populations émigrées en Europe, parce qu'évidemment, les jeunes musulmans en Europe, ils risquaient d'être contaminés soit par la propagande chiite et iranienne, soit, et c'est pire encore pour les Saoudiens, par les idées démocratiques en vogue en Europe. Donc, ils ont essayé de prendre ce contrôle, mais comme les Saoudiens avaient évidemment l'argent pour le faire, mais pas la ressource humaine, ils ont été obligés d'aller puiser dans le réservoir de la seule organisation musulmane islamique transnationale bien organisée, qui était alors celle des frères musulmans, qui s'était répandue à la faveur de la répression dont ils avaient été l'objet en Égypte dans les années 50, qui s'était répandue un peu dans l'ensemble du monde arabe et islamique. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, les frères musulmans et la famille Saoud ne sont pas des copains. Le but ultime des frères musulmans, c'est de prendre le pouvoir et les rentes qui y sont liées. Et ils savent très bien que pour faire des affaires, il vaut mieux voler des riches que des pauvres. Alors, voler le fellah égyptien, ça va pas bien loin. Ils ont essayé en montant une banque qui s'appelait la banque Rayyan, qui s'est avérée être une pyramide de Ponzi et qui s'est effondrée. Leur objectif final, c'est d'essayer de prendre le pouvoir et la rente des pétromonarques. Mais ce sont des ennemis complémentaires. Ils ont besoin les uns des autres. Et c'est à travers ce double flux wahhabite et des frères musulmans. J'ai entendu que vous distinguiez tout à l'heure les frères musulmans des salafistes. Ça n'a pas de sens. Les frères musulmans sont des salafistes, comme les wahhabites ou comme les tabléris pakistanais. Tout ça, c'est un mouvement qui pratique la même lecture. Et bien sûr, donc, au profit de la légitimité des Saouds, les frères musulmans ont entrepris d'investir la plupart des organisations islamiques dans le monde, y compris dans nos pays, où ils ont répandu le message salafiste, le message wahhabite, le message qui conforte le pouvoir théocratique de la famille saoud, mais qui conforte aussi leur influence dans l'ensemble du monde arabe. Il faut se rappeler tout de même et noter que 95% des ténors du djihadisme international et de la violence islamiste, à commencer par Ayman Zawahiri, d'Al-Qaïda, le Cheikh Omar Abdelrahman, qui a commandité le premier attentat contre le World Trade Center à New York en 1993, Khaled Shir Mohamed, le chef l'opérationnel d'Al-Qaïda, Baghdadi, le patron de l'État islamique, Abu Musab al-Qawi, qui avait fondé Al-Qaïda en Irak, etc. Tous ces cadres du djihadisme international sont, à l'exception de Ben Laden, il faut le noter, mais tous ces cadres du djihadisme international sont issus de la confrérie. Voilà. Alors, il ne faut pas essayer de distinguer les frères musulmans, c'est Janus, et ils sont opportunistes et pragmatiques. C'est-à-dire, s'ils peuvent prendre le pouvoir par la voie des urnes, ils le feront. Si on leur offre cette possibilité, ils le feront. S'ils ne peuvent pas, ils le feront par la violence. C'est leur mode de fonctionnement qui est tout à fait pragmatique et opportuniste. Bon, ils se sont servis de leur réseau et de leur capacité d'influence pour pénétrer le plus qu'ils pouvaient les institutions islamiques en Europe, à travers l'UOIF, à travers maintenant ce qu'on appelle Musulmans de France. Et les efforts saoudiens ont été relayés par les efforts qataris à partir des années 2000, parce que le Qatar doit gérer une insertion difficile entre l'Arabie saoudite, d'une part, qui a juré sa perte. L'Arabie saoudite n'a jamais reconnu l'indépendance du Qatar. Et les Saoudiens ont même été dans les années en l'an 2000 à demander à l'armée égyptienne de déloger l'émir du Qatar, Manu Militari, pour se réapproprier le Qatar. Donc les Qataris se sont lancés dans une espèce d'escalade
réciproque avec les Saoudiens pour essayer d'exister, effectivement, à travers le contrôle qu'ils pouvaient exercer, eux, sur les masses musulmanes, où que ce soit, eux aussi, à travers, et ils n'ont trouvé, eux aussi, que l'association des frères musulmans pour le faire. Je rappelle aussi que le Qatar est un peu inquiet de son voisin iranien au nord, puisque le Qatar partage avec l'Iran l'exploitation de la même poche de gaz au fond du Golfe Persique, et que le gisement de South Pars, hein, et qu'à terme, c'est une situation qui est lourde de contentieux et possiblement de conflits. Donc le Qatar a essayé d'exister à travers, et je décris dans mon bouquin l'intensité et l'efficacité du soft power qatari pour essayer de mobiliser les jeunes musulmans dans le monde entier, et en particulier dans nos sociétés occidentales, au profit eux aussi de leur protection et de leur légitimité. Voilà. Donc, cette pénétration du salafisme dans nos communautés musulmanes, elle est le produit des stratégies de ces deux pays. Elles sont aussi le produit de certaines stratégies pakistanaises à travers le mouvement Tabligh, mais ça nous touche moins que ça ne touche l'Inde ou l'Asie centrale. Et puis, on a eu dernièrement l'activisme islamo-nationaliste du Millî Görüş, de l'organisation islamo-nationaliste turque, mais au profit du pouvoir d'Erdogan. Mais là, c'est quelque chose qu'on sait mieux traiter que l'organisation rhizomatique des frères musulmans, parce que Millî Görüş, c'est animé par les services turcs, par le service de renseignement turc, et donc sur le modèle un peu de ce qu'on avait connu dans les terrorismes des années 70 ou 80, des terrorismes d'État, avec contrairement aux frères musulmans, avec une organisation un peu pyramidale, un chef, une mission, des moyens et des choses que nos services savent un peu remonter. Bon, voilà à peu près la genèse de la pénétration de la lecture salafiste dans nos pays, et dans nos pays pas tous, hein, puisqu'on le voit surtout en France et en Belgique, se manifester en Belgique. Je rappelle qu'en Belgique, le roi Baudouin avait accordé dans les années 60 le monopole de la formation des imams et de l'encadrement de l'islam en Belgique au roi d'Arabie, parce que le roi d'Arabie avait été venu en visite à Bruxelles au moment où il y avait eu un grand incendie dans un grand magasin de Bruxelles qui avait fait plusieurs centaines de morts, et que le roi d'Arabie avait à ce moment-là sorti son chéquier pour indemniser les victimes, mais en demandant en échange donc au roi Baudouin de lui concéder le monopole de la formation des imams et le monopole des centres culturels musulmans en Belgique. On en a vu le résultat à Molenbeek et ailleurs, et même les enquêtes des services de renseignement à ce moment-là ont montré à quel point le centre culturel que les Saoudiens avaient installé à Bruxelles, dans le jardin du centenaire à Bruxelles, avait contribué au refus d'intégration des jeunes musulmans et à l'animation de la violence salafiste dans ce pays. Alors, j'ai une question à propos des institutions globalement démocratiques européennes de Martin Cerf, hein, qui dit que les efforts des institutions européennes pour trouver des interlocuteurs qui représenteraient les musulmans ne sont-elles pas par nature impossibles à satisfaire, puisque toutes les associations existantes sont affiliées ou influencées par des frères musulmans? Bon, elles ne le sont pas toutes, hein, mais elles le sont devenues grandement parce que les frères musulmans distribuent l'argent saoudien et se sont fabriqués une clientèle avec ça, chez nous, mais aussi ailleurs. Hein. On a vu le même phénomène avec Ennahda en Tunisie ou dans d'autres pays du coin. Le fric étant donc le ressort de ça, mais aussi la naïveté de nos dirigeants et là encore une fois, passez-moi le terme, dont j'abuse un peu, de nos élites. Tout est parti, à mon avis, d'un texte mal compris ou mal lu d'un grand arabisant et d'un grand islamologue américain qui s'appelle Graham Fuller et qui était à la Rand Corporation. La Rand Corporation étant le think tank officieux de la CIA, qui avait publié dans les années 90 un long papier où il prédisait la victoire du fils, la prise de pouvoir du fils en Algérie, et où il expliquait en gros que les frères musulmans, dont le fils est issu, hein,
pourrait constituer une étape intermédiaire dans la démocratisation, dans la transition des pays arabes et musulmans vers la démocratie. Alors ça, c'est un concept qui a été immédiatement racheté par Madeleine Albright à l'époque, qui était le secrétaire d'État, et par Hillary Clinton ensuite, et puis qui a contaminé jusqu'aux échelons bruxellois chez nous, notamment Mme Catherine Ashton. Ils ont tous acheté ce concept d'une possible transition vers la démocratie des pays arabes et musulmans grâce aux frères musulmans, avec cette idée extrêmement, finalement, méprisante et néocolonialiste qu'on allait pouvoir contrôler les choses par ce qu'on appelait à l'époque à Bruxelles la trilogie des 3 M, Money, Mobility, Market. C'est-à-dire qu'on allait aider les frères musulmans à prendre le pouvoir dans les pays arabes en leur fournissant des fonds, mais en échange, bien sûr, on exigerait d'eux qu'ils facilitent la mobilité de leurs jeunes et qu'ils les autorisent à venir se former aux délices de la démocratie en Europe ou aux États-Unis, et puis qu'ils adhèrent, le 3e M, qu'ils adhèrent d'enthousiasme à l'économie mondialisée de marché qui, suivant nos eurocrates et d'autres, conduit mécaniquement à la démocratie. Bon, alors ça ne s'est pas bien passé, cette affaire, parce qu'on l'a bien vu avec Mohamed Morsi en Égypte et puis ou à Gaza, les frères musulmans ont très vite accepté l'argent de l'Union européenne ou des Américains, mais en revanche, ils n'ont jamais accepté, de laisser partir leurs jeunes se former ailleurs et d'adhérer à l'économie mondialisée de marché, ce qui prouve une ignorance totale de nos élites des fondements idéologiques des frères musulmans, qui sont une organisation qui est née en 1928 en Égypte et dont le fondement, en gros, est une forme poujadiste de l'islam, qui a été porté à son départ par des petits commerçants, des petits fonctionnaires, etc., tous ceux qui n'avaient aucune des qualités pour prendre et exercer le pouvoir et qui donc se revendiquaient d'un ordre supérieur, d'un pouvoir qui n'est pas à discuter parce que c'est celui qui leur vient de Dieu. Donc, pour eux, laisser partir leurs jeunes, c'était inconcevable. Ne plus exercer de contrôle sur leurs jeunes, c'était inconcevable. Et dans leur politique mercantiliste, qui pratique le mercantilisme rentier, l'économie mondialisée de marché, c'est intolérable. Avec beaucoup d'arrogance, là aussi, nos dirigeants occidentaux ont pensé qu'ils pouvaient contrôler le système. Ce type de système à mettre en place avec les frères musulmans. On s'aperçoit très vite que non. Et c'est pas la solution. Et effectivement, on a beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs dans le monde musulman et dans les minorités musulmanes qui sont chez nous, mais on aura toujours du mal tant que l'animation de ces minorités sera faite par un certain nombre de pays dont la politique est de protéger leur légitimité, de protéger leur existence en imposant dans l'ensemble du monde musulman la lecture la plus réactionnaire, la plus rétrograde. Je rappelle que jusqu'à la fin des années 60, dans le monde musulman, la lecture salafiste, que les savants appellent néo-hanbalite, de la dernière école d'interprétation de l'islam, la lecture salafi, wahhabite, représentait 2% du monde musulman jusqu'aux années 70. Bon, elle en représente aujourd'hui 30%, dû à l'activisme, des pays riches comme l'Arabie et le Qatar. On en est là. Le problème, on sait d'où il vient, on ne veut pas l'aborder parce que on a avec ces pays des liens qui font qu'on ne veut pas les fâcher parce que, pour des raisons que vous devinez à la fois économiques et financières, mais qui ne me paraissent pas, à moi, être un obstacle absolu. Évidemment, on ne va pas aller faire la guerre à l'Arabie et au Qatar. Le problème pour nous, et on commence à en voir les résultats, parce que quand même, il y a eu quelques initiatives qui n'ont pas été mauvaises, c'est de montrer à ces deux pays que l'animation du salafisme dans les communautés émigrées, ça va leur coûter in fine plus cher que ce que ça leur rapporte. Et on l'a bien vu avec Mohamed Morsi en Égypte, où les Saoudiens
ont pris brutalement conscience que les frères musulmans n'étaient pas fiables. Parce que, je vous le rappelle, quand il a été élu Morsi en Égypte, alors que son organisation avait bénéficié pendant 40 ans des largesses de l'Arabie saoudite pour occuper les créneaux culturels, éducatifs, sociaux, sanitaires que l'État égyptien avait désertés. Ça leur a permis d'avoir une bonne image, de se constituer une clientèle et d'être élu. Le problème, c'est que Morsi, dès son élection, a réservé sa première visite d'État à Téhéran, au Mollah d'Iran, non pas par affinité, mais c'est ce qu'on appelle en arabe un bras d'honneur. Hein, c'est-à-dire qu'il disait par là aux Saoudiens, d'accord, vous m'avez aidé pendant 40 ans et grâce à vous, j'ai pris le pouvoir, mais je ne vous dois rien. Hein, j'efface l'ardoise. Bon, ça a été une révolution chez les Saoudiens qui, d'un seul coup, se sont aperçus que l'instrument n'était pas fiable. Et ils avaient déjà interdit depuis longtemps l'association des frères musulmans chez eux, mais là, ils l'ont à la fois criminalisé et criminalisé le djihadisme à partir de 2013. Merci. Je vais revenir sur la France. Une question de Olivier Artigue, aux spécialistes du renseignement. Lorsque nous désignerons concrètement l'ennemi salafiste, et le livre semble dire que c'est presque le cas désormais, comment pourrons-nous contrer son action en France et combien de temps cela prendra-t-il? Quels moyens? Excusez-moi, je sais pas, que l'ennemi, c'est le salafisme. Le salafisme. Ah ben, maintenant qu'on sait qui c'est, comment faire pour l'éradiquer? Ben là, il va falloir du temps. Il va falloir du temps parce qu'on l'a laissé pénétrer très largement dans nos zones de non-droit. Alors, ça passe, bon, éradiquer le salafisme, ça passe d'abord par une récupération de nos zones de non-droit. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas dire les territoires perdus de la République, que c'est un vilain mot, il faut parler des territoires de reconquête républicaine. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'il y aurait besoin de les reconquérir si on ne les avait pas perdus? Bon, ça passe d'abord par un contrôle, bon, sécuritaire certainement, mais aussi éducatif et culturel, de populations qui sont à l'abandon, qui sont pratiquement en autonomie et qui sont animées par un certain nombre de penseurs salafistes. Il faut d'abord reconquérir tout ça, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, vu le point où on en est arrivé. Donc, il y a un gros effort à faire, à la fois sur le plan social, éducatif, culturel. Je rappelle que les attentats que nous avons subis depuis 2015 dans ce pays, à l'exception sans doute de ceux du Bataclan, mais tous les autres attentats ont été commis par des jeunes gens qui sont nos rejetons et les enfants de la République. Hein, désolé d'avoir à le dire, mais voilà, ce sont des jeunes qui ont commis ces attentats, qui n'ont pas été formés spécialement pour nous atteindre, qui n'ont eu que des contacts vaguement sur Internet, et certains n'en ont même pas eu. Mais est-ce que vous pouvez répondre sur la question comment? Parce que vous dites que ça va prendre du temps, mais comment on doit faire? On infiltre, on exfiltre Alors, reprendre le contrôle de ce qu'on appelle les territoires perdus. 2, remettre notre système éducatif vis-à-vis de ces gens-là un peu sur ses rails, parce qu'on s'est battu comme des chiffonniers sur le voile, ce qui, à mon avis, n'était pas une excellente idée, et qu'en tout cas, il aurait mieux valu se battre sur l'intégration des filles à l'école, sur le fait qu'elles assistent à tous les cours, y compris de sciences de la vie et de la terre, au cours de gymnastique, de piscine et autres, et remettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité dans notre système éducatif. Bon, ça non plus, ça ne va pas se faire en 8 jours. Bon, on a tout. J'aborde d'autres problèmes, et puis un meilleur quadrillage évidemment sécuritaire de tous ces trucs. Mais à partir du moment où on a des territoires où ni les flics, ni les pompiers, ni les services sociaux ne peuvent entrer, ça devient un peu difficile, et il faut effectivement reconquérir de façon à la fois sécuritaire et culturelle un certain nombre de quartiers et y imposer les lois de la République. C'est pas facile, ça demandera du temps. Alors, Bernard Bougel réitère un peu sa question de tout à l'heure. Il n'est pas complètement satisfait. Oui. Vous êtes parti presque en géopolitique, et lui posait sa question très clairement. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des jeunes, des Français, des mecs qu'on croise dans la rue, la descendants d'immigrants, dont les parents sont restés eux-mêmes assez modérés dans leur vision de l'islam,
À chaque fois, on voit les parents qui disent mais c'est pas possible, je peux pas, on pouvait passer à temps, machin, sont restés eux-mêmes donc modérés, alors que les jeunes se reconnaissent dans une religion qu'ils connaissent assez peu, qui leur impose beaucoup de contraintes, prière, pour du voile, pas d'alcool, etc. À une époque où la tendance générale est quand même pas celle-là chez les jeunes. Bien. Il faut prendre conscience du soft power qatari dans cette affaire. Le, le Qatar, qui donne asile au principal chef des frères musulmans actuellement, qui est Youssef Qaradawi, a créé 3 sites internet qui animent complètement la vision salafiste dans le monde entier, et un site internet en particulier qui a délivré 300 000 fatwas en 20 ans, essentiellement destinés aux jeunes qui vivent en Europe occidentale, et sur les sujets les plus divers et les plus variés, mais qui reflètent tous une vision effectivement salafiste, fondamentaliste, de l'islam. Et ça en a perturbé beaucoup. Vous noterez que on a souvent le problème de la transition à la violence terroriste touche beaucoup des jeunes qui en fait sont relativement isolés dans leur famille, isolés dans leur quartier. On a très peu de transition à la violence terroriste dans les quartiers qui sont malheureusement contrôlés par des délinquants et des trafiquants de drogue. Bon, d'abord parce que ceux-là, le terrorisme, ça ne les intéresse pas beaucoup, et qu'ensuite, ils constituent une espèce de famille de substitution pour des jeunes en perte de repères et en perte d'autorité familiale. C'est-à-dire que, tiens, petit, toi, ton père n'est pas là et ta mère non plus, viens avec nous, tu feras le chouf d'abord, et puis ensuite tu monteras dans l'organisation, etc. Et ces jeunes trouvent une famille de substitution. En revanche, on a beaucoup de problèmes avec des jeunes musulmans qui sont isolés et qui ne vivent leur identité musulmane qu'à travers des réseaux sociaux qui les chauffent jour après jour. Hein, Saint-Étienne-du-Rouvray, machin, c'est pas des lieux de regroupement pour des jeunes musulmans. Ce sont des jeunes musulmans isolés. Alors on en a plein comme ça qui effectivement soit sont mal intégrés, soit réussissent pas dans leur parcours scolaire, soit réussissent pas leur intégration, et qui vont chercher sur Internet des substituts au père, à la mère, aux profs et à tout l'encadrement social, familial et culturel qui leur manque. Ben, ils le trouvent parce que nos amis salafistes connaissent parfaitement nos codes et nos façons d'échanger, et en particulier d'échanger avec les jeunes, et les prennent dans leur filet et petit à petit arrivent à les convaincre, sans jamais prononcer le mot, de faire une transition à la violence. Il n'y en a pas tant que ça, heureusement, mais il y en a suffisamment pour que notre ordre social soit profondément troublé et atteint. Alors, question de Michel Ferrand, qui dit que lorsque Hassan II a dit en interview que les Marocains ne sont pas messis dans la société d'accueil, pardon, l'influence salafiste n'est pas encore prégnante au Maroc. N'est-ce pas une erreur de cantonner le problème au salafisme, qui permet donc d'éluder la question de l'intégration des non-salafistes dans les sociétés occidentales d'accueil? Bon. Les dirigeants marocains, aussi bien qu'algériens, marchent sur une ligne de crête un peu compliquée. Ils n'ont pas intérêt à ce que les jeunes émigrés subissent trop d'influence démocratique parce que ça remettrait en cause leur pouvoir. Ils n'ont pas intérêt non plus à ce que ces jeunes versent dans l'islamisme, dans le fondamentalisme islamique qui les conduirait aussi à remettre en cause la légitimité des dirigeants de leur pays. Donc ils essayent de naviguer de façon un peu compliquée pour à la fois souhaiter que leurs jeunes émigrés aient une bonne vie pour qu'ils ne se révoltent pas trop, mais que d'un autre côté, ils ne subissent pas trop les influences des pays d'accueil pour qu'ils ne s'intègrent pas trop à la vie démocratique et qu'ils ne ramènent pas au bled des idées démocratiques. Donc, ils essayent un dosage savant entre le conservatisme et les évolutions.
c'est pas toujours convaincant. Le Maroc a toujours été extrêmement défiant vis-à-vis de l'intégration des émigrés marocains en France, mais en même temps, il ne souhaite pas les reprendre chez lui parce que ça pourrait être un ferment de contestation du pouvoir. On a là des contorsions un peu compliquées de nos amis de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, on va changer de zone, hein, et revenir vers l'Ukraine, hein, enfin pas loin. Question de Jean-Michel Goyard. D'abord un constat, ensuite sa question. Le Caucase du Nord, le talon d'Achille de la Russie, et bientôt de l'Europe occidentale, point d'interrogation. Alors que la Russie cherche activement à retrouver son statut de grande puissance, elle peine pourtant à contrôler l'ensemble de son territoire. Depuis plusieurs siècles, son autorité est remise en cause dans la région du Caucase du Nord, avec pour conséquence l'instabilité, la violence et les conflits, notamment celui de la Tchétchénie, et cette sécurisation militaire et policière a un prix conséquent pour l'économie russe. Elle sera durablement impactée par les sanctions financières et bancaires en ce moment. On peut en tout cas réalistement le concevoir. Question, envisagez-vous l'émergence de zones insurrectionnelles, hein, dans le dos du front ukrainien, quand les sanctions financières ne permettront plus à la Russie de financer sa sécurité dans cette région Nord-Caucase, hein, et par voie de conséquence, l'émergence d'un nouveau terreau de terrorisme islamiste à nos frontières que ni la Biélorussie ni la Russie ne filtreront. Bon, je n'ai pas ma boule de cristal, je ne vais pas vous dire l'avenir. Mais, bon, ce que je constate, c'est qu'en Tchétchénie, le phénomène a déjà eu lieu. Il faut se rappeler quand même que les Tchétchènes, il faut se rappeler qu'en 1944, Staline a décrété l'abolition de la République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie et a déporté toute la population de Tchétchénie, confisquer leurs biens et déporter toute la population de Tchétchénie du côté du Kazakhstan. C'est-à-dire que 500 000 personnes ont pris leur baluchon et sont partis à pied, en pleine guerre et en plein hiver, direction le Kazakhstan. La moitié sont morts en chemin. C'est Khrouchtchev qui ensuite, à la fin des années 50, les a autorisés à revenir et on a reconnu à nouveau la République socialiste autonome de Tchétchénie, mais ils n'ont pas oublié. Dès que le couvercle soviétique s'est soulevé, la Tchétchénie aussi s'est soulevée, immédiatement aidée d'ailleurs par, en particulier, l'Arabie saoudite qui leur a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'aide, parce que, après tout, faire reculer la Russie le plus loin possible du Moyen-Orient, c'était pain béni pour l'Arabie, et puis que nos amis américains ont regardé ça avec un œil tout à fait favorable. Donc la Tchétchénie s'est soulevée à ce moment-là en essayant d'avoir son indépendance, comme les républiques musulmanes d'Asie centrale. Sauf que c'était évidemment intolérable pour les Russes à l'époque, parce que c'était le signal effectivement du démantèlement de toutes les républiques plus ou moins musulmanes du Caucase, le Daghestan et d'autres zones du truc. Donc, on a bien vu ce que les Russes ont fait à l'époque en Tchétchénie. Ils ont totalement écrasé cette révolution soutenue par l'Arabie saoudite, qui avait fait revenir d'ailleurs d'Afghanistan celui qu'on a appelé le commandant Khattab, qui avait pris la tête d'une brigade islamique pour le maintien de la paix, sikh, et qui s'était battu de façon féroce aux côtés des Tchétchènes contre les Russes. Mais enfin bon, le commandant Khattab a été empoisonné par les services russes qui ont apparemment une bonne maîtrise de la chose, et la révolution tchétchène a été totalement écrasée et ne s'est pas répandue sur les républiques musulmanes voisines. Je ne pense pas qu'ils aient envie de rééditer la chose, ils ont beaucoup souffert. Les autres dans le coin ont beaucoup
méditer l'exemple tchétchène, je ne suis pas sûr. Bon, bien sûr, la Russie va sortir certainement extrêmement affaiblie de l'épreuve qu'elle a déclenchée elle-même. Cela étant, je ne suis pas sûr que sans intervention extérieure, les républiques musulmanes du nord du Caucase reprennent les chemins de la dissidence et de la révolution violente. Ça ne me paraît pas vraiment d'actualité, au moins pour l'instant. Alors revenons en France. Je vais reciter je vais vous faire réagir à un petit extrait de notre manifeste sur les donc immigrés pour toujours, qui parle donc des radicaux et qui font leur propagande auprès des jeunes. Et il est écrit l'existence de cette frange de musulmans qui veulent imposer leur interprétation de la foi et leur mode de vie aux autres, situation mal acceptée par le reste de la population, jette sans arrêt la suspicion sur des comportements ou demandes des musulmans intégrés qui, dans un autre contexte, seraient ressentis tout à fait raisonnables. Qu'il s'agisse du port du voile, des menus à la cantine, des piscines, tous les particularismes des Français musulmans qui ne devraient poser aucun problème en pose, parce que justement, on les soupçonne d'être des provocations ou des tentatives pour gagner du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui, c'est un problème fondamental parce que, on l'a dit tout à l'heure, moi, de ce que je peux voir, puisqu'on ne peut pas compter, puisque les statistiques communautaires ou ethniques, ou entre guillemets ethniques, en France sont interdites, on est infoutu de savoir quel est le nombre de nos immigrés originaires du Maghreb, qu'ils aient été naturalisés français ou pas. On a beaucoup de mal à savoir ceux pour qui l'islam n'a pas beaucoup d'importance, ceux pour qui le réservent à leur sphère privée et ceux qui en font au contraire un argument de rupture. On a du mal à compter ceux qui sont parfaitement intégrés, qui exercent un métier, qui payent des impôts, etc., de ceux qui ont versé dans la délinquance et de ceux qui ont versé carrément dans l'opposition violente. Ce qu'on constate quand même de façon empirique, c'est qu'il y en a une majorité qui sont correctement intégrés et qui demandent qu'à vivre en paix, et qu'effectivement leur vie est polluée par une minorité activiste et violente, que du coup la population d'accueil demande à ceux-là qui sont bien intégrés de se justifier en permanence de l'activisme et de la violence des autres, et que ça finit là par créer des incompréhensions et des oppositions. Ben oui, c'est vrai, ça existe, ça pollue la vie de ceux qui sont intégrés, ça pollue d'une façon plus générale la cohésion sociale entre les Français, quelle que soit leur origine. Bon, bah, écoutez, je vous remercie de votre comment dire, appréciation positive sur les élucubrations du club. Ce ne sont pas des élucubrations. Non, le club n'est pas un expert, mais a passé du temps. Et effectivement, quand on fait venir des gens d'horizons divers, mais qui ont travaillé sur des sujets, on arrive toujours à un certain consensus qui est très intéressant. Je vous le dis tout de suite, tel que je le perçois moi, ce ne sont pas du tout des élucubrations. Vous posez des vrais problèmes et des vraies questions sur des vrais sujets sur lesquels on n'a pas encore beaucoup de réponses, faute d'avoir voulu aborder le problème de front depuis 30 ans. Hein. Alors oui, puis ça ne fait que se dramatiser et le problème est de plus en plus compliqué. C'est pourquoi je disais que même si on réunissait tous les facteurs nécessaires à une réduction de ces oppositions, il faudra du temps, notamment chez nos plus jeunes. Il faudra peut-être 2 générations, peut-être 3, pour revenir à un ordre social cohérent et solidaire. Alors, on va finir sur une note un peu amusante. C'est marrant parce que je l'avais en tête aussi en préparant cette émission. La série Le Bureau des légendes, alors j'espère que vous l'avez vue, donne-t-elle une image correcte du fonctionnement de la DGSE? C'est quand même, les Français ont découvert la DGSE, je crois, versus les services de renseignement américains ou russes, tous les films sur la guerre froide, à travers cette fabuleuse série. Alors moi, j'avais adoré Le Bureau des légendes.
Alors, moi, je l'ai adoré aussi. C'est très, très, très bien fait, très bien joué, tout ce que vous voulez. Non, non, c'est une très bonne série. C'est très divertissant. C'est très éloigné de la réalité. Hein. Alors, sauf sur un point, le misérabilisme de nos bureaux dans des casernes du 19e siècle est parfaitement rendu. Pour le reste, et sur les méthodes et les moyens, c'est un peu plus contestable. Moi qui étais en poste à Damas, je peux vous dire qu'on ne reste pas 7 ans à Damas en clandestin sous une couverture de prof ou de culturel, et en plus en sautant la femme d'un pente du régime. Et on ne reste pas 7 ans sans se faire repérer, ni avoir des gros ennuis, hein, à Damas. Donc le personnage de Malotru est bon, alors, il faut bien que ce soit, ça attire l'attention du spectateur, mais les services de renseignement ne fonctionnent pas comme ça. D'abord, ça fonctionne très peu sur le héros unique qui est capable de se transformer en tout, partout et tout le temps. Le renseignement, c'est un travail d'équipe. Pour un officier de terrain, c'est comme un avion en vol. Hein. Il y a 100 personnes au sol qui lui éclairent le terrain, qui lui préparent son travail, qui analysent, qui le rapportent, etc. C'est beaucoup un travail de back-office qui est pas du tout spectaculaire, pas du tout télégénique ou cinégénique, qui intéresserait personne. Si je me réfère aussi à l'excellente actrice qui joue la jeune polytechnicienne. Moi, si vous, en tant qu'ancien chef de service dans cette maison, si vous me trouvez un polytechnicien ou une polytechnicienne qui est capable en 3 mois d'apprendre le persan, la sismologie, et qui accepte de prendre des baffes dans sa période de formation, vous m'appelez très vite. Non, mais elle a 2 parents comédiens, c'est pour ça. Alors, Giraudot. oui, Giraudot. Les comédiens sont excellents, mais tout ça est parfaitement invraisemblable. Si vous filez des baffes à un polytechnicien à la DGSE, vous vous retrouvez devant le Conseil d'État dans les 8 jours qui suivent et avec des condamnations assez lourdes. Voilà. Et puis des gens qui apprennent le persan en 3 mois, j'en ai pas connu. Je ne sais pas si ça existe. Personnellement, je ne crois pas. Mais cela dit, ça n'enlève rien aux qualités. Rochant a fait d'excellents. Alors, il a fait quand même des trucs plus sérieux, plus on construits. part pas dans la cinéphilie. Les Patriotes était un film qui, lui, était là très proche de la réalité. La série, elle est divertissante, elle est bien faite, elle est bien jouée, mais ce n'est pas exactement la façon dont on fonctionne. Alors, revenons aux choses sérieuses. On est en pleine élection présidentielle. On est en pleine élection présidentielle. Si demain, bon, c'est foutu pour le Conseil constitutionnel, hein, mais si demain vous étiez élu président, quelles seraient les 2 ou 3 premières mesures que vous prendriez pour reconquérir les territoires perdus? Vous parlez de territoires perdus, comment on les reconquiert? Parce que ça va mettre du temps à reconquérir, mais comment? Non, je ne vais pas répondre à cette question parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais eu d'engagement politique. Moi, j'ai servi la République, j'ai pas servi tel parti. Je n'entends pas exercer le pouvoir. D'abord parce que non, mais c'est une situation fictive pour vous permettre de répondre à la question. Vous, en tant que spécialiste, vous feriez quoi? Le fictif dans ce domaine, faut s'en méfier beaucoup. Ben, je ferais quoi? D'abord, j'essaierai de reprendre le contrôle sécuritaire des zones de non-droit, et ça passe notamment par un traitement qui, là, reste à déterminer de façon démocratique des trafics, et en particulier du trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on fait avec le trafic de drogue? Deuxièmement, et là, c'est essentiel pour reprendre le contrôle de cette criminalité hybride, si vous voulez, qui règne sur certains quartiers et qui mélange la violence politique, la violence religieuse et la violence délinquante. Deuxièmement, redonner à l'école tout son rôle, non pas d'éducation nationale, mais d'instruction publique, et que tous nos braves élèves, quelle que soit leur origine, leur nom, soient traités de la même façon et avec les mêmes obligations. Et
voilà, ça me paraît déjà être la base, ces deux axes me paraissent être la base d'un début, de commencement timide de reconquête républicaine. Ça passe d'abord, je pense, par l'éducation. C'est pour ça que ça risque d'être long. Le vivre ensemble, ça s'apprend dès le bac à sable, hein, où on est prié de ne pas massacrer son voisin à coups de pelle ou de râteau et pas de lui piquer son seau. Pour moi, tout commence par l'éducation et l'école a un rôle énorme à jouer dans ce domaine, hors de tout préjugé ou présupposé idéologique dans ce domaine. Les gens ne sont pas, contrairement à ce que pensent certains membres du corps enseignant, les gens ne sont pas naturellement bons et il faut les éduquer. Ça fait partie du tableau.